Bonjour et bienvenue, tout le plaisir est pour moi de vous savoir toujours nombreux devant votre petit écran pour suivre cet entretien, ce magazine Perspective. Aujourd'hui, l'actualité est en train de tourner autour de la CENI. La CENI dont le président Corneille Nangaa avait annoncé la publication du calendrier électoral à la fin août. Alors qu'on attendait ces calendriers fin juillet, c'est prolongé d'un mois. Ensuite, l'AETA et l'ODEP qui exigent de la CENI une transparence dans la gestion des fonds qui lui sont alloués. Et l'AETA et l'ODEP exigent un audit interne. Journée ville morte. Est-ce que cette organisation des actions citoyennes fait avancer la nation? Est-ce que ces actions ne font-elles pas tourner autour du pot le pays? Est-ce que finalement elles ne finiront pas par donner raison à la CENI pour élastifier la tenue des élections? Et nous allons parler également du management de la gestion efficace d'un parti politique. Sur ce plateau, M. Norbert Yamba Yamba, il est secrétaire général du Front citoyen pour la République. Il est également chercheur, expert en matière de gouvernance et de développement. Bonjour et bienvenue, M. Norbert Yamba Yamba. Bonjour, merci pour l'invitation, M. Luc. J'ai toujours été content de vous recevoir sur ce plateau parce que vous avez fait l'expérience de la société civile et maintenant vous êtes en train de combiner cette expérience de la société civile avec l'expérience de la praxis politique comme telle. Et donc, comme je l'ai dit, vous êtes secrétaire général du FCR, pardon. Front citoyen pour la République. Et ça vous va bien, ces nouveaux statuts, monsieur Yamba Yamba? Ben écoute, on est obligé de s'accommoder parce qu'on a fait le choix et on n'a pas un autre choix que de s'accommoder pour que véritablement on puisse construire l'ancrage au sein de ce parti politique. S'accommoder, ça veut dire prendre à son compte ce qu'on a levé comme option, ce qu'on a pris comme décision, bon gré mal gré. J'ai été acteur de la société civile. Je vois que mon pays est bloqué. Je vois que les idées sont devenues obsolètes. Je vois que les politiques sont essoufflées. Il faut de nouvelles personnes, il faut de nouvelles visions, il faut de nouvelles façons de faire les choses. Et j'ai voulu véritablement ramener mon expertise que j'ai construite pendant plus de 30 ans pour que cela soit au service de la nation en allant dans la direction d'un parti politique qui est habilité à conquérir et exercer le pouvoir. Et j'ai fait mon choix en étant membre fondateur au sein du FCR. Et donc, nous sommes en train d'y aller dans cette direction. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des douleurs d'affrontement parce qu'un parti politique, c'est toute une entreprise qu'il faut porter. Et il faut avoir vraiment les rênes pour les porter. Et moi, je dis, c'est un choix qui a été fait. Pourquoi pas ne pas continuer mon itinéraire, quelles que soient les douleurs d'affrontement, ça donnera résultat. D'accord. Et vous nous avez jamais expliqué pourquoi vous avez levé l'option pour le Front citoyen pour la République. Le Front citoyen pour la République, mais j'ai toujours été dans la société civile, quelqu'un qui a amené des idées citoyennes, quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui a milité autour de la restitution de la République aux citoyens. Et j'ai dit que le moment est venu. La République a été privatisée depuis des années. La République est restée la chasse gardée des hommes politiques. Il faut restituer la République aux citoyens. Il faut ramener l'administration à la maison. Et j'ai dit, si on peut véritablement construire une dynamique autour de cette idée phare en politique, on peut avoir des résultats. Alors pourquoi, avec les autres amis, notamment Jean-Bertrand Ewanga, nous sommes mis ensemble pour que nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. En fait, vous avez cité Jean-Bertrand Ewanga il y a près d'une semaine. On ne l'a plus vraiment vu en circulation à Kinshasa. Est-ce qu'il est à Kinshasa? Est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est un peu fatigué? Est-ce que... Non, c'est un homme politique.
Les moments sont assez controversés. Il faut prendre contact, il faut toquer les portes auprès des partenaires, il faut discuter avec les amis pour construire des synergies gagnantes, etc. Et donc, il ne peut pas véritablement dormir sur ses lauriers. Il faut qu'il se déplace. Et puis voilà, c'était l'intérieur. Donc il n'est pas sur place, il s'est déplacé un peu. Oui, tout à fait. D'accord. Et son retour, c'est pour bientôt, je l'espère bien. Sans délai. Sans délai. Alors, la CENI, Corneille Nangaa est sorti il y a 2 semaines pour dire, écoutez, vous m'exigez le calendrier, je ne peux pas le publier fin juillet. Le calendrier, a-t-il dit, sera publié fin août. Comment avez-vous pris cette annonce, vous, au FCR? D'abord, je vais vous parler comme consultant. Je suis beaucoup, Luc. Je pense que nous avons toujours discuté avec vous et j'ai toujours aimé vos questions parce qu'elles sont pertinentes. Elles sont très pertinentes. Mais revenons un peu à l'utilité d'un calendrier électoral. Vous savez, dans un pays en détresse, dans un pays en difficulté, il est important, chaque fois que l'on voudrait poser des actes, que l'on puisse faire une sorte de planification, une sorte de chronogramme, pour dégager les priorités, et faire en sorte que les priorités soient agencées dans un délai bien déterminé. Et les hommes politiques se sont réunis, ils ont produit un accord, et dans cet accord, il a été convenu qu'un délai de 12 mois. Mais tous se sont mis d'accord pour qu'on puisse aller vers les élections. Et donc, les élections devenaient véritablement l'action de prédilection pour que tous puissent s'engager dans cette direction-là. Mais comment réaliser des élections dans un délai bien déterminé si on ne planifie pas les différentes opérations? Cette planification des opérations à exécuter, c'est ce qu'on appelle le calendrier électoral. Donc, l'enrôlement, c'est ce que nous sommes en train de faire. La révision du fichier électoral, le déploiement des kits, la formation, c'est pas, des agents électoraux, le vote, le déploiement, ce sont les différentes opérations à exécuter qu'il faut planifier, qu'il faut mettre dans un calendrier électoral. Malheureusement, celui qui est censé et qui est reconnu comme spécialiste des questions électorales, semble-t-il qu'il y a une expérience à l'extérieur, notamment celle du Togo, encore que Togo n'est pas un exemple ou une expérience à brandir à la place publique, parce que le comportement des uns et des autres ne sont pas convaincants pour construire une dynamique et une expérience crédible. Et voilà, c'est cet homme-là qui nous dit qu'il ne peut pas mettre en place un calendrier électoral. Entre-temps, il a fait le déploiement des kits. Entre-temps, il est en train de faire l'enrôlement. Et donc l'enrôlement, le déploiement des kits, la formation des agents électoraux, c'est quelle opération? À mettre dans quel dossier? Dans quel panneau? On est en train d'exécuter un calendrier électoral sans avoir présenté un calendrier électoral. Alors si on ne considère pas les différentes opérations qui sont exécutées aujourd'hui comme étant des opérations d'un calendrier électoral, c'est qu'on est en train de nous tromper. On a un autre jeu, on ne joue pas un franc jeu. Comment pouvez-vous imaginer, cher Luc, le président de la CENI vous dit, non, il ne peut pas mettre en place le calendrier électoral, il faut qu'il termine l'enrôlement. En tout temps, l'enrôlement fait partie des opérations du calendrier électoral. Et il dit non, mais il faut les 500. Parce que c'est avec les 500 qu'on va dire, écoute, arrêtez de conneries. 500, c'est un comité national de suivi. Et s'il y a élection, mais le 500 va commencer à monitorer, à évaluer, à faire le suivi des différentes opérations qui ont été retenues dans le calendrier électoral. Faut-il entendre une institution ou faut-il défoncer? Troisième chose, vous savez que ce soit le gouvernement, que ce soit les 500, que ce soit les acteurs politiques, la société civile, la CENI, s'il y a un support ou un outil pédagogique qui doit faire pression aux différentes parties prenantes, c'est le calendrier électoral. Regardez, on dit non, il faut réunir les moyens, l'argent. Comment
on peut demander l'argent, on ne connaît pas ce qu'on va faire avec l'argent et à quel moment on va faire avec cet argent. Si on veut faire pression au gouvernement, qui a la responsabilité de débloquer l'argent, eh bien écoute, il faut que le calendrier soit là. Pour que dans le timing qui a été déterminé, au mois de septembre, il faut qu'on ait le calendrier. Par exemple, le gouvernement doit donner l'argent. Si le gouvernement ne connaît pas la date, s'il ne connaît pas le moment d'opération, il ne sera pas poussé à réaliser l'acte. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on est complice. On voudrait que l'action ne se réalise pas. Et qu'on puisse rester de manière superficielle jusqu'à ce que tous les délais soient épuisés. On cherche une autre recette. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, vous êtes en train d'accuser la CENI de complicité avec qui? Mais c'est ceux qui ont intérêt à rester pendant longtemps au pouvoir. Et vous savez dans quelles conditions... Alors, dans quelles conditions cette CENI a été mise en place. Dans quelles conditions le président même, lui, il a été désigné président de la CENI. C'est pas parce qu'il est plus intelligent que tous les acteurs de la société civile. Ah mais non. Nous avons travaillé, et vous connaissez, depuis des années par rapport... On ne le connaissait pas encore. Et donc, s'il a été désigné, c'est que véritablement il a des acquaintances avec ceux qui ont déterminé et qui ont un agenda stratégique. Donc, on n'a pas à refaire un débat autour de toutes ces questions, mais je vous dis que c'est pénible, parce que l'élite qui aurait pu être l'élite d'intelligence est en train de compromettre l'avenir de tout un pays. Il est en train véritablement de foutre à la merde l'avenir de notre pays. Quelle serait la responsabilité juridique, la responsabilité vis-à-vis de la population qui n'attend que l'organisation des élections? Et la population est une partie prenante par rapport au processus. Chacun doit jouer sa partition. Le rôle de la population, c'est d'aller aux élections et de faire pression pour qu'il y ait des élections. Et puis, si la CENI traîne les pieds en complicité avec les acteurs politiques, ben écoute, le peuple qui est censé être souverain primaire doit sortir des émotions et construire une dynamique de réappropriation de la République. Moi, je pense que c'est le seul salut. Mais on n'est pas la responsabilité de Nanga, de la CENI. Bien entendu, mais Nanga, lui, il est là. Je ne peux pas dire qu'il est robot, mais je considère qu'il n'a pas une marge de manœuvre. L'environnement est très controversé, au point où il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas réagir contre celui qui lui a donné le béquille pour monter les escaliers. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons. S'il y avait une volonté dans les chefs de ceux qui véritablement aujourd'hui sont censés nous gérer, etc., dans le sens de faire l'alternance, dans les sens de faire triompher la démocratie, etc., ça pouvait bien se comprendre. Nanga aura les mains libres. Mais Nanga, aujourd'hui, non seulement il est venu par des conditions détournées à ce poste, mais il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Et donc, on est dans cette situation. La léthargie va se consolider et les émotions vont s'enflammer. Alors, raisonnons par l'absurde. Nanga reste logique à son schéma. Il va publier le calendrier électoral fin août. On arrive fin août, il dit non, les éléments à ma possession ne me permettent pas de publier ce calendrier-là. Il sortira fin octobre, fin août-octobre. On arrive en octobre, non, fin novembre. Novembre, décembre. Nous y voici, nous y voilà. Que allez-vous faire en tant qu'acteur politique? Mais je pense que la mouvance présidentielle et l'opposition se sont mises d'accord autour d'un accord qui a prévu 12 mois et qui a prévu même des modalités de redéfinition pour réajuster, par exemple, le processus. Et donc, il devient presque indispensable, en tout cas, si cet accord est d'application, en ce moment, les institutions qui ont été prévues pour regarder le processus et le réajuster pourront se réunir. Mais pour l'instant, ces institutions ont été remises en question. L'accord n'a pas été véritablement d'application.
Et tout cela a monté des ingrédients en incubation qui peuvent à tout moment s'exploser. Et c'est ça ma crainte, parce que notre peuple a été les dénons de la farce de la démocratie dans notre pays. On a connu 80 ans de colonisation, nous n'avons pas trouvé notre compte. On a connu 32 ans d'une dictature perfectionnée, on n'a pas trouvé notre compte. On croyait, en tout cas on a beaucoup crié à l'AFDL conduite par Laurent Kabila pour nous sortir de cette situation d'imbécilisation de la République. J'ai comme l'impression que tel n'est pas le cas. Et ça devient même un danger public parce que là, c'est une remise en scène. Une remise en scène de tous les ingrédients qui ont milité au pouvoir mauricien. Et que ça devenait une occasion pour désespérer de l'avenir de la République. Et moi, je dis que notre peuple, au moins, a la lucidité nécessaire pour comprendre tous ces enjeux, les tenants et les aboutissants, et pourra, d'une manière ou d'une autre, demander des comptes aux autorités dans la perspective, ne serait-ce qu'on organise les élections. Parce que juste à preuve du contraire, il n'y a plus personne qui fait rêver le Congo. Il n'y a que des rêveries romantiques aujourd'hui, en tout cas. Les écosystèmes politiques sont basés dans un système de pourriture intrinsèque. L'élite d'intelligence qu'on a souhaité pour sortir cette méga-nation de sa situation de détresse. En tout cas, cette élite n'existe pas. Et voilà. Notre peuple a mûri un peu, parce que les douleurs d'affrontement se sont tellement consolidées que le peuple connaît les tenants et les aboutissants, les auteurs de la situation, et pourra, au moment opportun, se prendre en charge. Alors en politique, vous avez suivi notamment la prise de position par Agir pour des élections transparentes et apaisées, a été en sigle, et l'ODEP, l'Observatoire des dettes publiques, ainsi de suite, qui demande qu'un audit soit fait pour se rendre compte de comment la CENI gère les fonds qui lui sont alloués. Vous savez, cette problématique de la CENI, Luc, c'est pourquoi c'est un problème dans une société où il faut qu'il y ait trop de spécialistes dans les différents secteurs de la vie, y compris parmi les journalistes. Vous savez qu'en 2006, il a été dit qu'il fallait réunir un montant de 702 millions de dollars. Et Luc, la mobilisation des ressources à l'époque, et pourtant il y avait des tours, tout compte fait c'était 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Contre 702 milliards. Donc une différence de 200 millions. C'est que le budget était surestimé. Surestimé. En 2011, la même chose. Et pourtant c'est un tel taux. Ils ont parlé de 800 millions. Ils n'ont dépensé que 300 millions. Et les élections ont eu lieu. Même avec un seul tour. Peu importe. Aujourd'hui, 1 milliard 300 1 milliard et demi. 1 milliard et demi. Et il y a une faiblesse dans les chefs de la classe politique, y compris de l'opposition. Personne n'a sorti un budget alternatif pour dire ce que dit la CENI, c'est pas vrai. Et il faut monter un laboratoire qui réfléchit et qui produit un budget alternatif. Il n'y en a pas eu lieu. D'aider à l'analyse de ce budget. C'est une surestimation incroyable. Lui que vous savez qu'en 2011, les kits qui ont été déployés, une dizaine, mais 10 000 n'ont pas été opérationnels. 10 000. Et pourtant, il y a des endroits où on n'avait pas réservé, n'est-ce pas, on n'avait pas mis comme site d'inscription électorale. Parce qu'il semble que les kits étaient moins. Ce sont des calculs. Ce sont vraiment des calculs. Aujourd'hui... Nous sommes avec Ngoï Moulou dans ce moment. Oui. Aujourd'hui, 1 milliard et demi. C'est grave. Et donc, pourtant, disent déjà pourtant, regarde, depuis 2006, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons considérer 10 ans. Mais il y avait tous les véhicules. Il y avait des véhicules, il y avait des matériels. Pour la couverture de l'ensemble du territoire national. Qui a fait l'audit pour savoir le patrimoine? 2011, on a renouvelé un véhicule de 10 ans, s'il vous plaît. Il ne peut pas être opérationnel. On renouvelle. Et en 2016, on dit non, il faut renouveler. Dit entre nous. Et tous ces véhicules-là s'appartiennent
aux gens qui ont travaillé, tout ce matériel-là, ils sont partis où? On dit non, non, mais on a volé. Et ça a été volé, et ça se trouve au Ouganda. Mais écoute, arrêtez de conneries. Comment on peut s'amuser avec tout un peuple comme ça? Et puis entre-temps, on vient avec un autre montant, le double de double, pour bloquer les élections, parce qu'on sait que c'est pratiquement le tiers du budget de la République. C'est un blocage. C'est un blocage. Voulu et en dessin. Et vous voyez, on est encore en train de tourner autour du pot, etc. Donc, moi, je considère que le moment est arrivé. Mieux vaut tard que jamais. Nos amis de l'Agir, même sont en train de tergiverser. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de conviction dans cette histoire. Parce que dans ce qui on présente, on espère encore que bon, il y a des juniors, quoi. Et puis bon, beaucoup sont repris. On achète certains, les autres, etc. Et on les balance à tour de rôle. J'ai horreur. Mais ne serait-ce que le noyau qui est resté, qui réclame ça, il faut saluer. Il faut qu'on fasse l'audit. Écoutez, l'audit ne doit pas être perçu ici comme étant une occasion de s'attaquer aux dirigeants de la CNI. Mais c'est un principe de base de gestion de gouvernance. Alors, l'État est en train de dénoncer l'affairisme. Il dit, entre autres, que il y a des organismes internationaux, ils ont cité certains, qui viennent faire leurs affaires avec la CENI, notamment l'achat des fichiers, l'achat de ceci, de cela, mais on ne voit jamais clair. Est-ce que vous pensez que la CENI peut s'être engagée dans la dilapidation de deniers publics dans les opérations qu'elle est en train de mener? Mais vous savez, la CENI, d'abord on dit indépendante, mais c'est une institution publique. La CENI, c'est une institution publique. Et il existe des structures institutionnelles dans notre administration publique qui ont la responsabilité de faire le contrôle, de faire des évaluations, de faire des contrôles financiers. Qui peut bien faire... La Cour de compte est là. C'est une institution publique, la CNI. Jamais ils ont osé le faire. Jamais. L'inspection générale des finances. Parce que ce sont des deniers publics. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a une approche complotiste. C'est pas compréhensible. Et lorsque vous regardez ce que le gouvernement donne, vous regardez ce que l'extérieur donne, ceux qui viennent là pour faire des affaires, mais les terrains infertiles, les graines de bruit doivent germer. C'est cela, le Congo. Tout le monde se moque de nous. Il n'y a pas de personne de conviction, il n'y a pas une élite d'intelligence, il n'y a pas une élite transformationnelle. Les gens trouvent ces terrains fertiles comme la facilité, c'est d'avoir l'argent. Vous savez combien d'organismes qui sont opérationnels ici? Ces organismes savent que bon, personne ne leur demande de compte. Et d'ailleurs, des organismes qui viennent, même avec des fonds, vous savez. Et quand ils veulent être rendus opérationnels, ce sont les mêmes agents, etc., qui deviennent des consultants à l'intérieur, etc., pour qu'ils puissent faire les affaires. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, le Congo, c'est... Non, j'allais pas dire orphelin, mais c'est un grand défi pour l'élite politique et l'élite intellectuelle. Parce que je ne vois pas qui peut faire rêver aujourd'hui le Congo au point de redonner l'espérance dans notre peuple. Je suis en train vraiment de me poser cette question. Parce que la CNI, là, c'est un modèle référentiel de manque de transparence totale. Quand on vit une institution qui dépasse une échéance sans évaluation, sans audit, sans rapport, sans réduction de comptes, c'est gravissime. Et tout le monde regarde comme si rien n'était. Combien la CNI nous avait dit, il y a 15 mois, on fera combien d'autres mois pour que les élections se réalisent? Mais c'est depuis février 2015. Et tout ce temps, il y a toujours de l'argent versé. On fait quoi avec? On paye un personnel qui ne travaille pas. Donc, on paye tout ce temps à un personnel qui ne travaille pas. Non, mon frère ami, il faut qu'à un moment donné que le sursaut d'orgueil pour la République s'installe dans les chefs, dans les convictions de nos concitoyens. C'est pas possible. À tous les niveaux d'atterrissage. Les dégâts sont flagrants. Depuis 2015, les gens sont opérationnels. Jusqu'à aujourd'hui, le règlement n'est pas terminé. Et on vous dit qu'il n'y a pas l'argent pour faire. Et tous ces gens-là, ils sont payés pourquoi? Vous faites 2 ans, vous ne travaillez pas et on vous paye.
Oh là là. Mais vous auriez voulu que l'opération fût menée quand n'importe comment, vous refuseriez le résultat ou la conclusion des opérations, non? Non, non. Comment opération menée n'importe comment? Il y a eu des échéances. Vous pouvez vous rappeler même quand on voulait faire les élections de gouverneurs. On voulait faire les élections des députés provinciaux. Parce que les députés qui sont là, ce ne sont pas des députés en fait. Ils ont d'ailleurs traversé les mandats, etc. Les gens ont même donné l'argent. La CNI, où était-elle pour monter, pour nous présenter un calendrier électoral? Il n'a jamais été question. C'est dans un agenda complotiste de mettre le Congo suspendu en l'air, sans aucune légitimité, sans aucune crédibilité, où tout le monde qui veut négocier avec nous dit « mais vous n'êtes pas crédible, vous avez des institutions instables, nous ne pouvons rien faire pour vous ». Et c'est la CNI qui endosse la responsabilité. Si la CNI était indépendante, elle aurait de manière consensuelle dégagé un calendrier électoral qui aurait pu peser de pays. Parce qu'à l'époque, le Parlement affectait 250 millions de dollars pour les élections. La CNI a comme rôle élection. Mais pour avoir des élections, il faut un calendrier électoral. Donc on aurait pu avoir ces calendriers électoraux. Et les différents calendriers électoraux qu'on devait avoir après serait un réajustement. Or, jusque-là, rien n'a été question. Alors, Monsieur Norbert, depuis près de 20 ans, nous sommes, on dirait, en train de tourner autour du pot. Le jeu du chat et de la souris entre le gouvernement, les gouvernants et l'opposition. Prenons l'affaire Nemwanda Ntemi. Nemwanda Ntemi annonce qu'il va attaquer. Les jours annoncés, et Nemwanda Ntemi attaque, frappe, il y a des morts. De morts ce mois, de morts le mois va venir, de morts, et ainsi de suite. Apparemment, nous sommes revenus sur le même schéma. À quoi cela apporte un plus dans l'avancement de la marche de la nation? J'aimerais que nous réfléchissions. Je ne sais pas si vous connaissez où se trouve Nemwanda Ntemi maintenant. Nemwanda Ntemi, il est où? Je ne sais pas. Les déclarations que vous dites, il a dit je vais frapper, etc. Il a fait ça dans quelle radio, dans quelle télévision? Et quand on suit son secrétaire général, il dit il n'endosse aucune responsabilité. Il n'a jamais été question de Nemwanda Ntemi. Alors, ces jeunes gens que nous avons vus, ils viennent d'où? Le grand problème, c'est que je connais Nemwanda Ntemi. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Parce que c'est le plus grand, parmi les plus grands panafricanistes congolais. En Afrique, on peut le compter, il y a Tchéké Anta Diop, il y a Bob Masson, il y a Philippe Omutunde qui est un Haïtien. Mais au Congo, c'est cet homme, Nemwanda Ntemi. Au-delà de faculté spirituelle, Nemwanda Ntemi, c'est un panafricaniste. C'est un homme qui veut restaurer l'Afrique. L'Afrique entière. C'est un camète. Beaucoup de respect pour ce monsieur parce que ses idées sont innovantes. Mais la dimension combat physique, je n'ai jamais appris ça. C'est maintenant que je suis en train véritablement d'observer. Et ça s'éloigne de sa vision politique. Ça s'éloigne de sa vision idéologique. Quand cela ne tient, il vit dans un environnement, c'est vrai qu'il a besoin de se mouvoir. Mais ce qui frappe aujourd'hui, cette histoire de Nemwanda Ntemi, c'est que il y a des dégâts en répétition. Et curieusement, les autorités nous disent Nemwanda Ntemi. Ça devient légion. Et il y a deux types de guerriers, comment on dit, des guérillas aujourd'hui. On vous dit, c'est Nemwanda Ntemi, BDK, soit Kamwina Nsapu. Et quand on regarde la configuration de la République, on réalise finalement que ce n'est pas seulement dans les Bas-Congo que ça réalise. Ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. Mais ça s'est fait à Goma, ça s'est fait à Béni, ça s'est fait presque partout sur l'ensemble de la République et presque au même moment. Ça faisait une planification. Il faut rechercher qui planifie.
Et là, si nous connaissons qui planifie, à ce moment-là, nous allons nous poser la question si véritablement Manassimi est vivant ou non. Et on doit pouvoir se poser la question où il se trouve. Parce que personne, excusez, les gens disent que tel acte, c'est Manassimi, tel acte, c'est Manassimi. Mais il n'y a pas un mandat d'arrêt qui les poursuit. Il est où? Il y a quand même des services de sécurité. Il est devenu véritablement un ovni, un objet volant non identifié. Voilà. Tout cela nous pousse à des réflexions. Vous voyez, nous pousse à des réflexions. Il y a, Kamina Sabo, qui s'est réalisé, par exemple, au Kassai. Il y a un événement, on dit Kamina Sabo. Et même parmi les autorités du gouvernement, il y a des contradictions flagrantes. Et Fajon Prison, le ministre de la Justice dit non, c'est BDK qui a organisé. Le vice-ministre, non, c'est l'IDPS qui organise, que c'est Kamina Sabo. Et on le dit avec légèreté. Cette contradiction au sommet de la République montre très clairement qu'il y a une planification qui est réalisée par un noyau et pas par un autre. Vous vouliez parler du vice-premier ministre? Du vice-ministre de l'Intérieur. Ah, de l'Intérieur. Il y a des contradictions. Monsieur Olongo. Il y a des contradictions, même si son cas vraiment me frappe. Me frappe parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait vraiment verser dans une telle légèreté. Vous voyez? Donc, au point où aujourd'hui, sincèrement, et le Ndiambo qui les a soutenus, Mbokessi Lengi, je vous dis lui. Parce que regarde, ce que je me suis dit qu'on parlait français, oui. Ce qui s'est passé avec tous ces journalistes qui ont été élus. Non, j'ai beaucoup de reconsidération pour vous. Non, bah, ici... Vous avez la possibilité de faire la publicité. Vous êtes libre de dire tout ce que vous dites. Mais il faut faire attention. Dites, mais en responsabilité. Il faut faire attention. Sans injure. Il faut faire attention. Quand on vous élit, vous vous êtes battu depuis des années. Nous avons commencé presque ensemble. Mais un jour, quand vous acquis dans des responsabilités, il faut vous sentir responsable parce que vous avez acquis une certaine maturité. Et vous avez suscité l'espérance. Et vous avez une certaine opinion. Et on vous élit. Il faut savoir respecter cette opinion. Mais lorsque vous prenez distance avec l'opinion qui vous a élu, et vous dites les choses avec légèreté pour dire, il faut que Nalia, attends la justice sous terre, Nalia davantage. Et vous balancez. Alors maintenant, comme ce que disait Papa Lutumba, il dit, innocent, hein, victime et ingratitude. Et donc, beaucoup d'autres, le cas Luc, le cas ils vont chercher comment prostituer, on va dire, les journalistes vont mettre à l'hôpital. Tout ça, il y a Basilia, bon, le secours, il y a ce comportement-là. Et la plupart des journalistes comme ça sont comportés comme ça. Et vous les voyez prendre des distances des aspirations d'un peuple pour aller défendre leurs avoirs personnels. Et c'est ça le danger. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en Afrique, comme à travers le monde, les gens sont en train de se poser la question, pourquoi les gens qui sont dans un même gouvernement, qui doivent discuter sur les options, et qui se contredisent entre eux, et avec des déclarations très légères. Parce qu'aucun membre du gouvernement ne peut se prononcer sur une question sans discussion préalable, à mettre que ce soit dans l'intérêt bien compris de l'État. Mais alors, il faudrait qu'on soit documenté. Nous avons des services d'intelligence qui travaillent, qui peuvent documenter quelqu'un pour prendre des positions. Mais on ne peut pas prendre des positions sans la documentation des services spécialisés. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'imbécilisation du pays, des Congolais, la réification de la nation. Tous les journalistes dont vous êtes en train de regretter le revirement à 190 degrés sont les fruits des partis politiques. Est-ce que il y a une politique de vision et d'action au sein des partis politiques? Bref, est-ce qu'il y a une politique managériale de la gestion efficace au sein des partis politiques, ou que les partis politiques sont devenus, comme dit l'auteur Djoumou Simba, un tremplin pour aller vers la mangeoire? Vous savez, le Congo, notre pays, c'est une méga nation, Luc. 80 fois la Belgique, je ne voudrais pas revenir sur la taille, je ne voudrais pas revenir sur la capacité démographique, etc. Mais je note qu'à 2035, on aura 160 millions d'habitants. À la différence de la situation d'aujourd'hui, il est 80 millions. En 2050, on aura plus de 200 millions d'habitants. En 2020, Kinshasa sera la ville la plus peuplée d'Afrique. Donc, le chômage aujourd'hui est à 96%.
Si à 80 millions, nous avons un chômage de 98%, 96%. Dans 15 ans, nous aurons 180 millions, 160 millions d'habitants. Le double. On va faire quoi? On va s'allonger où? On va trouver du travail où? On va manger quoi? Où trouverons-nous les routes? Avec cette mentalité ici, ça s'appelle l'imbécilisation de la classe politique. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait que les politiques que nous avons sont des politiciens, ils ne sont pas des politiques. Ils n'ont pas été entraînés pour gérer la République. Les nominations se font en fonction des intérêts. Et donc quand on prend les responsabilités, on prend les trains en cours de route. Et dans les partis politiques, il n'y a pas de séance de formation pour préparer l'élite de demain, l'élite d'intelligence, l'élite transformationnelle, l'élite managériale. On n'en a pas. Ceux qui font rêver, qui ont la planification, qui ont la technique nécessaire pour faire les choses. On n'en a pas. On accède dans des responsabilités parce qu'on a fait des goûts de gueule de mégaphonés, on a fait des incantations à la télévision. Et on croit que cette personne-là, pour avoir fait des incantations, est capable de diriger. Il y a savoir gérer et savoir parler. On peut bien parler, mais on ne sait pas gérer. Et ça s'apprend. La technique ne se négocie pas. Ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui montre très clairement l'incompétence technique, conceptuelle, communicationnelle, de gestion des temps, politique de notre élite qui doit se réformer. Et que ça commence par les partis politiques. Alors, M. Norbert, je voudrais bien comprendre. Vous parlez plus de l'imbécilisation de la classe politique. C'est ça. Mais est-ce que cette imbécilisation ne se rejaillit-elle pas sur la population? Parce que on voit dans la classe politique des gens qui ont été déclassés dans la gestion de la chose publique et qui ont été réhabilités sans procès, sans processus de lavement ou d'innocentibilisation, d'innocensibilité, qui reviennent dans les affaires, qui continuent de travailler comme si de rien n'était, alors que hier, ils avaient été présentés comme des fossoyeurs de la République. Le problème, c'est un problème qui est compartimenté à différents niveaux d'atterrissage. Et c'est comme ça que généralement on a tendance à chercher des solutions simples à des problèmes complexes. À des problèmes complexes, il faut des solutions complexes. Et la vision doit être systémique. Écoutez, aujourd'hui, l'élite politique est imbécilisée. Mais ça commence par l'imbécilisation de la population. C'est ça l'âge culturel d'un peuple. Et donc, vous imputez la responsabilité à la population, alors que là où vous, politiques, vous prenez des décisions, vous signez des accords, vous convenez de chronogrammes, la population n'y est pas. C'est pourquoi il faut avoir... La population ne fait que subir les décisions que vous prenez. La population peut ne pas savoir le processus, mais s'il y a une élite visionnaire, une élite qui voyage dans les temps, 50 ans, 100 ans, qui regarde ce qui va se passer en 2050, qui revient, il dit, ah, 2050, il y aura 200 millions d'habitants dans notre pays, il faut telle stratégie pour avoir l'eau, il faut telle stratégie pour avoir l'électricité, il faut telle stratégie pour avoir le logement. C'est cette élite qui sait que lorsqu'il y a un peuple qui n'est pas lucide, lorsqu'il y a des citoyens qui n'ont pas une grande capacité de discernement, ils tombent dans les pièges. Et c'est ce dirigeant-là, ce leader, qui pousse et qui met en place les stratégies pour arriver véritablement à pouvoir changer les choses. Alors maintenant, cela se change au travers de la circulation de l'information. Regardez les télévisions. Vous avez une chaîne nationale. Aujourd'hui, il y a une politique, il y a un principe économique qui fait fuir à travers le monde. L'intelligence économique. Et au niveau de l'intelligence économique, tous les pays font pour vendre leurs richesses, pour vendre leur image, pour capturer, drainer les différents investisseurs à venir produire des richesses dans leur pays. Eh bien, ils utilisent les médias. Nous avons un média, par exemple. La plupart des médias ici sont sous satellite. On peut nous voir aux États-Unis, on peut nous voir n'importe où à travers le monde. Mais regarde, on fait quoi? Quel type d'image? On voit un journaliste, il ramène des chansons folkloriques, il danse pour un média qui est vu à travers le monde. Où nous pouvons drainer les Asiatiques, nous pouvons drainer les Américains, nous pouvons drainer les Européens. Voilà l'image qu'on donne.
Mais il ne faut on pas, met en place, il ne faut on met pas en non place. plus donner des programmes sérieux. Il y a des programmes de détente. Même ce musicien dont vous parlez, il véhicule un savoir-être et un savoir-faire culturel d'un peuple précis. C'est le peuple congolais. Oui, oui, mon frère Luc, grand mot, grand remède. Il faut savoir effectuer des priorités. C'est ça le rôle d'une planification. Ça veut dire que quand on est dans le processus de grand remède, on oublie les autres mots qui vous rongent. Non, la hiérarchie des besoins, la hiérarchie, la prioritisation, ça vient à quel niveau? Il a quel score dans les fréquences que l'on voudrait donner? Alors si vous estimez que c'est la culture qui constitue le point de prédilection, tant mieux, si c'est là que nous allons vendre. Mais nous avons besoin de richesses. Nous avons des hommes et des femmes qui ne savent pas manger, qui ne trouvent pas du travail, qui ont besoin de l'électricité. Nous avons 100 000 mégawatts dans ce pays qu'il faut rendre opérationnels, qui sont potentiels. On a besoin de richesses. 16 milliards de dollars pour que le Congo soit alimenté de l'électricité. Et les Africains. Et nous avons besoin aujourd'hui, avec nos richesses, que les autres mondes voient ce que nous représentons au travers de notre chaîne, etc. C'est comme ça que vous avez vu les Chinois. Ils ont mis une chaîne française pour drainer, susciter l'intérêt, voir ce qu'ils peuvent faire et investir dans beaucoup de pays. C'est ça l'intelligence économique. Je ne parle pas des Américains, ils sont très professionnels en la matière, etc. Donc, je ne refuse pas la culture. Encore que la culture est à la base, véritablement, n'est-ce pas, de notre apogée. Mais il faut prioriser. Il faut prioriser. Nous n'avons qu'une seule chaîne, par exemple. Et dans cette chaîne, vous prenez le temps à inciter les gens. Mais alors, on a besoin véritablement de donner une image qui permette véritablement aux uns et aux autres d'être drainés, de venir chez nous investir et produire des richesses. Et cette richesse va permettre une juste distribution qui va aller dans l'essence du développement de la République. Alors, je vais vous traîner un tout petit peu dans le monde culturel, et c'est le monde sportif. Vous avez déjà tapé sur les cuirs depuis votre prime jeunesse. Alors, aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, est classé 2e en Afrique, 28e au monde. Chose qui n'a jamais été faite. Sur autant de pays. Ça, c'est le football. Nous sommes au football. Oui, tout à fait. Est-ce que l'intelligence footballistique qui a été appliquée dans notre sport localement ne peut-elle pas servir d'inspiration pour l'action politique? Nous avons, en Afrique, nous étions au-delà de 50e, 60e, en Afrique seulement. Mais au monde, nous étions très loin, pratiquement vers la queue. Mais nous avons galopé de manière miraculeuse jusqu'à occuper la 28e place. Bien sûr, ce n'est pas toujours suffisant, c'est pas réduisant, mais ça peut toujours nous inspirer quelque chose. Quelle est cette chose-là, d'après vous? Non, nous avons des talents naturels dans notre pays. Ce qu'on appelle, nous avons des leaders spontanés dans beaucoup de disciplines dans notre pays. Spontanés, j'ai dit, spontanés. Oui, c'est... À la différence des statutaires. Le qualificatif m'intrigue. Oui. Pourquoi vous dites spontané? Non, il y a des dons naturels. Il y a des provisions naturelles. Quoi, donc il n'y avait pas une rationalité préalable qui a fait que nous ayons ce résultat? Oui, il y a des dons naturels qu'il faut suffisamment bien encadrer pour avoir des résultats. Parce que regardez, n'allez pas dans les chiffres, 28e, avec quels résultats? Quand on achète Neymar à 225 millions d'euros, s'il te plaît, vous savez combien ça porte en termes de masse monétaire dans un pays? Quand il touche 30 millions, dis-moi, quel est notre joueur qui est arrivé à arracher telle performance pour construire une dynamique au niveau de la masse monétaire dans notre pays? Mais est-ce que cette dynamique n'est pas justement en train d'être construite pour que finalement on atteigne le niveau de Neymar? Parce que Neymar a un parcours, vous le savez. Tout à fait, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut travailler. Il faut sortir d'éléments naturels, des provisions naturelles, pour faire un bon encadrement de manière à donner des performances qui sont au-delà du naturel. C'est cela. Et cela n'est pas seulement dans cette discipline. Le football est roi, c'est vrai, mais il y a plusieurs disciplines en dehors du football. Le basket, le handball, etc. Plusieurs disciplines.
Tu vois, même le coureur, etc. Donc, on a besoin d'avoir des hommes excellents, des sportifs excellents, des athlètes excellents dans les différentes disciplines. Mais tout cela s'encadre, tout cela s'organise, tout cela se staturise. C'est cela. Et donc, lorsqu'on est à l'étape artificielle, où on a des provisions naturelles, des jeunes gens qui se battent à longueur de journée pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que nous, on a joué, vous m'avez posé la question, on jouait pieds nus, tu vois. On a des dons. Mais ces dons-là, si c'est bien encadré, on aura des Neymar ici dans notre pays. On aura des Neymar. Et si vous dites non, est-ce que ce n'est pas une occasion? On m'a dit, ok, c'est un premier pas. Encore que l'organisation puisse suivre. Voilà. Pour que demain on puisse avoir Neymar. Et si l'organisation ne suit pas, vous n'aurez rien. Alors seulement on va rester sur les naturels. Alors, monsieur Norbert Yamba, rationnellement, ouais. Sans sentiment, sans pesanteur politique sur vous, ouais. Si prochainement Kabila n'est plus président, il aura fait déjà de 2001 à 2017, 16 ans. Quel bon souvenir avez-vous retenu de sa gouvernance qu'il pourra léguer, selon vous, à la postérité? Bon, je n'aime jamais travailler sur les individus, je travaille sur les institutions. Non, son système. Le système qu'il a mis en place. C'est vrai qu'il faut reconnaître un moment que le président Kabila avait une volonté sur lui de pouvoir faire quelque chose. De pouvoir faire quelque chose. Raison pour laquelle pourquoi vous dites avait une volonté? Oui, avait une volonté. Pourquoi je l'ai dit? Il a une volonté ou il avait? Non, mais maintenant, là, son mandat est terminé, quoi. Donc, il n'a plus le temps pour faire ce qu'il peut vouloir faire. Ah, ce qu'il voulait faire. Oui, donc, il avait une volonté de pouvoir faire quelque chose. C'est comme ça que vous avez vu un certain nombre d'initiatives, parce qu'il fallait avoir un collaborateur. Il en a eu à un moment donné. Et malheureusement, on est resté travailler dans un ghetto. Parce que quand vous regardez les 26 provinces, en dehors de la ville de Kinshasa, 25 provinces en dehors de la ville de Kinshasa, il faut voir, il n'y a rien. Tu vois? Donc, il n'y a pas eu... On dit qu'il n'était pas temps d'éclater le pays. Voilà. Donc, il fallait, dans le choix de gouverneur de province, dans le choix de bourgmestre, dans le choix de chef de secteur, donc il a eu la responsabilité de désigner. Il aurait désigné des hommes de carbure, des hommes d'envergure, qui auraient transformé leur province sous forme de républicaine. Tel n'a pas été le cas. Et donc, Kabila ne pouvait pas aller partout. Mais Kabila a choisi véritablement les hommes par obédience. Fixez votre objectif, monsieur Norbert. Oui. Dites à cette population, à cette jeunesse, à cette masse qui vous a suivi aujourd'hui, ce que l'on doit faire pour que la catastrophe soit évitée demain. Pour que le Congo soit, comme disait l'autre, un pays debout. Pour que le Congo soit la lumière de l'Afrique. Pour que le Congo redevienne le moteur qui impulse sa force, son influence sur tous les pays de l'Afrique, afin qu'à partir du Congo, l'Afrique puisse amorcer son décollage. En 2 minutes. Non, moi je viens d'Accra. Et à Accra, j'ai été à une conférence internationale avec 45 pays. Ce qui est ressorti de cette conférence, c'est que tous les Africains entendent le Congo, qui est la gâchette du revolver, comme disait Frantz Fanon. Et tout le monde attend le Congo parce que si le Congo se met debout, l'Afrique est impactée, l'Afrique va aller de l'avant. Malheureusement pour nous, les querelles qui sont liées au non-respect d'un certain nombre de dispositions, au non-lié des engagements que nous prenons, vont pousser à ce qu'il y ait une sorte de crise en incubation. Et par rapport au rôle que le Congo devra jouer, je demande aux acteurs politiques, notamment le président de la République, jusqu'aux plus petits citoyens de la République, de comprendre que le Congo vaut plus que tout. Notre peuple a souffert 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée.
Aujourd'hui, nous venons de passer 20 ans. Nous n'avons pas fait un bon bondissement. Et donc, même si nous n'avons pas eu gain de cause, on veut que demain, nos enfants puissent trouver véritablement leur compte. Et pour cela, il faut faire des sacrifices personnels. Il faut vraiment encaisser, mais il faut savoir donner. Et savoir donner, c'est dégonfler les tensions, respecter les dispositions, organiser des élections dans des conditions transparentes, construire l'alternance. Et c'est de cette alternance que nous allons poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Norbert Yamayamba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général au Front citoyen pour la République. Vous êtes également expert et vous donnez des conférences. Vous vous êtes spécialisé en gestion et en matière de développement. Je vous souhaite plein succès dans ce que vous entreprenez, surtout maintenant que vous êtes engagé politiquement. Donc vous faites la politique active. Bonne chance et plein succès à vous et à tous les vôtres. Merci beaucoup. Merci.